Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer cette conférence dans laquelle nous allons parler donc de recyclage, de réemploi, d'énergie renouvelable et des filières à l'heure de l'économie circulaire. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau des personnes, des représentants de la filière solaire, avec Marielle Perrin de l'association ESPUL, avec Nicolas Defresne de Soren. On a ensuite Frédéric Petit, et là nous sommes dans l'éolien. Nous allons parler des éoliennes. Et puis, au fond, sur ma gauche, Maxence Rollin pour Prodéval, qui là va nous amener sur le terrain des biogaz. Alors, je vais demander d'abord à chacun d'entre eux de bien vouloir se présenter rapidement, présenter leur organisation, leur objectif, leur mission. À vous la parole. Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Defresne, je suis le directeur général de Soren. Soren, c'est l'éco-organisme de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on est une entité dont la gouvernance est assurée par les metteurs sur le marché de panneaux photovoltaïques. Donc c'est des entreprises parfois très connues, EDF, Engie, Total, et puis on a aussi tous les fabricants français et des développeurs. Et notre mission, c'est d'assurer la gestion de la fin de vie de ces équipements. Alors ça va du moment où on les démonte, et puis ça inclut le réemploi, le recyclage éventuellement, et puis aussi on accompagne nos metteurs sur le marché sur l'éco-conception, c'est-à-dire développer des produits qui vont faciliter la circularité lorsqu'elles atteignent leur fin de vie. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marielle Perrin, moi je travaille dans le solaire depuis 14 ans. Aujourd'hui je travaille chez ESPUL. ESPUL, c'est une association qui a fêté ses 30 ans. Donc c'est une association qui a été créée pour développer une France sobre et efficace, basée sur les énergies renouvelables, accessibles à tous. Donc nous, on est financé par l'ADEME. On a un site internet qui s'appelle photovoltaïque.info, sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations sur le photovoltaïque. On a environ 1 million de visites par an. Nos objectifs, donc, c'est la diffusion d'informations. Donc c'est une information plutôt technique, qui est plutôt quand même à l'encontre de professionnels. Après, on développe des outils comme aussi Info Intox, avec des questions vraies ou faux, qui sont plus pour le commun des mortels. Et je vous parlerai un petit peu plus tard du projet européen Forésie, sur lequel on travaille en ce moment. Bonjour, Frédéric Petit, donc je suis président de Siemens Gamesa France. Donc Siemens Gamesa, donc on est un fournisseur d'éoliennes, aussi bien terrestres qu'en mer. Donc sur l'éolien terrestre, on a à peu près une éolienne sur 5 que vous voyez aujourd'hui. Et puis sur l'éolien en mer, on a 5 des 6 premiers parcs de 500 MW. Et pour ça, on a donc ouvert une usine au Havre. Donc aujourd'hui, on a 1300 personnes qui fabriquent les pales et assemblent les nacelles. Et donc l'éolien comme le solaire, c'est une solution pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Donc proposer des solutions peu émettrices de CO2. Et dans un contexte où, avec les nouveaux usages, on va faire de l'efficacité et de l'efficience. On va passer de 1600 TWh de consommation d'énergie à 900, mais dans le même temps, on va augmenter de 40% la consommation électrique. Donc, c'est pas nous qui disons, c'est RTE, et donc c'est 15 TWh en plus. Donc, toutes les solutions renouvelables devront être mobilisées pour remplir cet objectif. Bonjour à tous, donc je me présente, Maxence Rollin, je suis référent CO2 pour l'entreprise Prodéval. Donc Prodéval, en quelques mots, on travaille autour de tout ce qui est traitement et valorisation du biogaz issu de la méthanisation. Donc la méthanisation, typiquement, c'est les grands dômes, les grands digesteurs que vous voyez souvent bâchés verts le long des autoroutes. Donc ça, c'est pas notre partie. Nous, on s'occupe de tout ce qui vient après, donc pour traiter et valoriser le biogaz entre le poste d'injection et la méthanisation, pour ensuite créer un biométhane qui va être injecté dans les réseaux GRDF, GRT, ou qui va être employé pour de la mobilité verte, donc ce qu'on appelle le GNV et le bio-GNV. Donc nous, notre mission globalement, c'est à notre échelle
de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est une entreprise française, on représente à peu près 65% des méthaniseurs en France qui injectent du biométhane dans les réseaux, sur lesquels on est équipementier et maintenancier. Et notre travail, ce qui va dans la circularité, c'est de travailler sur toutes les applications qui vont autour du biogaz. Donc on parle de biométhane, de mobilité, de pouvoir produire son électricité, sa chaleur, et pour finir le CO2, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la présentation. Merci. Maintenant, je voudrais demander à chacun d'entre vous de nous donner quelques chiffres pour que chacun ait en tête finalement quels sont les enjeux, les ordres de grandeur, les volumes dont nous parlons, à la fois aujourd'hui et les tendances qui se dessinent pour les années à venir. Oui, donc les panneaux photovoltaïques, c'est un produit qui est principalement constitué de verre et d'aluminium notamment. C'est assez lourd. L'année dernière, les mises sur le marché, donc ce qui est déclaré, c'était un peu plus de 7 gigawatts, différent de ce qui est raccordé, hein, attention, c'est normal. Et ça représentait près de 320 000 tonnes de nouveaux équipements mis sur le marché. Ce qui veut dire que d'ici 20-25 ans, les panneaux qui auront été installés cette année auront fait un cycle entier, ça veut dire que nous, en tant qu'éco-organisme, il faudra aller chercher 300 000 tonnes par an. Et on sait que les raccordements en France continuent à progresser. C'est une très bonne nouvelle. Donc il y a une vague, on pourrait même dire un tsunami de panneaux qui arrive. Mais la vague est encore très loin. Donc on a cette chance de pouvoir l'anticiper sur une longue durée. Et pour vous donner l'idée de là où on est presque sur un lac, j'ai envie de dire. C'est 5000 tonnes collectées l'année dernière. Alors c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a collecté lors de notre première année d'agrément il y a bientôt 10 ans. La première année, c'était 366 tonnes. Donc on voit qu'on a fait x14, x15 quasiment. Mais on est finalement qu'au tout début. C'est aussi une industrie qui va créer beaucoup d'emplois sur notre territoire. Aujourd'hui, 120 tonnes de D3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques, en moyenne, ça crée un emploi temps plein. Donc on voit qu'avec nos 300 000 tonnes, alors c'est dans longtemps, mais soit, on est sur une filière juste pour le recyclage des panneaux photovoltaïques qui va créer plus de 2000 emplois en France. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable dans l'équilibre des filières NR. Voilà. Nous, chez Espul, le recyclage des panneaux, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse fortement. On fait partie du comité des parties prenantes de Soren. On suit avec soin les volumes raccordés et du coup les volumes aussi collectés. Il y a un an, dans la loi européenne, en fait, on est obligé de collecter 85% des déchets des modules photovoltaïques. Donc en France, c'est fait par Soren. Et ensuite, il y a d'autres organismes dans le reste de l'Europe. Donc en ce qui concerne l'éolien, donc aujourd'hui il y a un peu plus de 8000 éoliennes sur tout le territoire. Un petit peu comme photovoltaïque, on est plutôt au début du recyclage puisque l'éolien a démarré il y a quelques temps, mais les éoliennes sont conçues pour une durée de vie de 25 ans. Donc on est au début du premier recyclage. On va dire les éoliennes sont également constituées principalement d'acier, de fonte, de cuivre, donc des matériaux qui se recyclent facilement et en tous les cas où il y a déjà des filières organisées en France. Donc ça c'est pour l'éolien terrestre. Et puis les socles en béton, c'est également des choses qui se recyclent facilement avec du fer. Pour l'éolien en mer, c'est encore plus récent, puisque le premier parc installé dans le monde, ça a été Vindeby au Danemark, donc à l'époque 11 éoliennes de 450 kW, quand aujourd'hui on installe des éoliennes de 15 MW, donc ça vous donne un peu une idée du chemin parcouru, en finalement pas tant de temps que ça, et ces éoliennes de 450 kW installées en 91 ont été démantelées en 2017, donc après 26 ans de bons et loyaux services, sans qu'il y ait à l'époque de conception devant durer 25 ans pour l'éolienne, en tous les cas. Voilà, donc on est au début, et finalement le début du développement de l'éolien en mer, c'est plutôt après les années 2000. Voilà, donc là on est là aussi au début de l'aventure sur le recyclage.
En ce qui concerne donc Prodeval et plus généralement la filière de la méthanisation et du biométhane, donc le biométhane, il faut savoir que c'est un marché qui a déjà du retour d'expérience, mais qui n'est pas si vieux que ça. La première unité a injecté du biométhane en France en 2014 à peu près. Donc on parle d'un marché historiquement de méthanisation à la ferme qui vise à avoir un outil de circularité, c'est-à-dire d'aller sur des élevages, d'aller à des endroits où on a des déchets organiques qui doivent être réemployés pour produire une énergie vertueuse et avoir quelque chose entre guillemets d'infini, un cercle qui est vertueux. Donc aujourd'hui en France, pour vous donner quelques chiffres, vous avez à peu près 600 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux. On parle d'une moyenne à peu près 150 normaux. Donc cette valeur-là ne va pas parler à tout le monde. Partez du principe que 92 normaux de biométhane fait à peu près 1 MWh de gaz injecté dans les réseaux. Et donc typiquement, nous, Prodeval, on représente aujourd'hui à peu près 700 MWh de gaz injecté dans les réseaux. Et on évite 800 000 tonnes de CO2 émis à l'atmosphère par rapport à tout ce qui est certifiant, donc RED 2, règlement européen et tout ce qui va être traçabilité, tout ce qui va être calcul des émissions de carbone. Qu'est-ce qu'on peut prévoir sur l'avenir de la filière de la méthanisation? Donc globalement en France, via beaucoup de positions qui ont été prises, il était prévu en 2018 que la filière ralentisse. Finalement, par rapport à tout le contexte qu'on a connu, on s'est rendu compte que notre dépendance au gaz pouvait être un problème. Et donc il faut composer avec les énergies du territoire et avec les ressources qu'on a en présence. Donc typiquement, on estime que la filière méthanisation va repartir avec un nombre qui va être assez important. Et d'autres utilisations, on va parler notamment de tout ce qui est BPA, des contrats de gré à gré de vente de gaz pour des entreprises qui veulent se décarboner. Et on va parler de tout ce qui est future application autour du biométhane, en l'occurrence le CO2 qu'on consomme tous à travers nos produits aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, dans les boissons gazeuses, avec un parc méthaniseur qui est en train de muter sur la production de CO2 biogénique pour aller valoriser le CO2 en local à des entreprises qui peuvent être du Coca-Cola, des brasseurs, des céristes, etc. Donc plutôt un développement qui laisse présager du bon. Merci. Donc, je reviens maintenant vers Nicolas et Soren. Donc, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Soren se charge des processus de collecte des panneaux donc usagés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, comment sont-ils recyclés? Quels sont les acteurs? Comment ça marche? Donc le système de collecte, il passe soit par des points d'apport volontaires, soit sur chantier. C'est toujours sans frais pour le détenteur, puis c'est financé par les coopératives. À partir de là, nous, on envoie des camions et on va les emmener soit vers un centre de réemploi et de réutilisation, si on juge qu'ils sont dans un état qui leur permettrait d'éventuellement avoir une seconde vie. Il faut bien avoir en tête la pyramide, enfin la hiérarchie du traitement des déchets, qui est une pyramide inversée. Donc vous avez la prévention tout en haut, ensuite vous avez le réemploi, réutilisation, le recyclage, puis ensuite vous avez l'enfouissement. L'objectif, c'est évidemment d'allonger la durée de vie des produits avant toute chose. Donc, dès cette année, on va lancer un appel d'offres pour avoir de nouveaux sites de réemploi un peu partout en France. Il en existe déjà un actif à côté de Bordeaux. Donc, les panneaux qui arrivent dans un centre de réemploi, ils vont être testés et recertifiés. Et s'ils peuvent, ils seront revendus. Et on espère qu'ils durent le plus longtemps possible. Si on considère qu'ils sont endommagés ou qu'ils sont échoués au test de recertification, là, ils partent en recyclage. En recyclage, il y a deux grands procédés. Il y a le procédé, on va dire, qui est le plus ancien, qui est le broyage, qui permet pas forcément la même qualité que le procédé dit des laminations, mais qui a quand même beaucoup d'avantages. Les deux sont complémentaires. Alors, tout d'abord, le broyage, vous allez prendre les panneaux, vous allez les passer dans des gros broyeurs, et puis ensuite vous allez séparer matière par matière, avec des aimants, avec des courreaux de Foucault, des tables densimétriques, et vous allez à chaque étape finalement être capable de dire là je vais récupérer l'aluminium, là je vais récupérer de l'argent, là je vais récupérer du verre, et ainsi de suite. C'est des procédés qui existent depuis très longtemps et qui sont utilisés sur beaucoup de flux de déchets et qui ont l'avantage aussi d'être capables d'accepter très vite de très gros volumes.
Leur petit inconvénient, c'est comme on mélange tout au début, la qualité des fractions qu'on sort à la fin n'est pas forcément aussi bonne qu'avec un procédé où on essaierait de démonter le panneau, si vous voulez, un petit peu comme il a été construit. Alors il faut imaginer un panneau photovoltaïque, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un petit peu comme un sandwich ou un millefeuille, il y a plein de couches. Donc le procédé de délamination, le but c'est finalement de reséparer chacune de ces couches indépendamment et ensuite de les envoyer chez des prestataires qui vont les valoriser, chacun avec une connaissance spécifique. Donc là, on est sur un processus dédié qui coûte plus cher d'ailleurs en entrée, en coût de traitement, mais qui a le mérite aussi de générer des recettes matières plus importantes. Et nous, on travaille avec différents partenaires qui, certains utilisent la voie broyage, certains utilisent la voie de la délamination. Pour nous, l'enjeu, Marielle mentionnait les taux de valorisation qui sont prévus, mais dans un panneau photovoltaïque, vous avez 70% du poids qui est représenté par le verre et un petit peu moins environ 13% par l'aluminium. Donc 70 plus 13, on est déjà à 83%. Bon, les 85% sont pas très loin. Mais si vous regardez en termes de valeur que vous récupérez, et dans l'économie circulaire, il y a vraiment cette notion d'économie. Et si on veut faire quelque chose d'efficace et durable et qui ne soit pas simplement performatif, il faut générer des fractions qui vont être utilisables par les industriels qui demain vont faire d'autres produits, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou autres. Pour vous donner une illustration, l'argent qui est contenu dans les panneaux photovoltaïques, c'est 0,08% du poids, mais c'est 20% de la valeur matière entrante. Le silicium, c'est 2,7% du poids total, c'est 40% de la valeur entrante. Donc on voit que si on ne s'occupe pas de ces fractions à très haute valeur ajoutée, qui, soit dit en passant, sont des matériaux critiques et stratégiques pour la souveraineté industrielle de l'Europe, eh ben, on passe à côté de la réelle création de valeur et du réel intérêt que peut avoir le recyclage. Et je le dis souvent aux équipes de Soren, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que, évidemment, l'économie sans l'écologie, c'est délétère, mais l'écologie sans l'économie, c'est aussi très hypocrite. Et donc, on travaille avec des partenaires industriels. Alors, je pourrais en citer beaucoup, mais notamment la Fédération Envie, Rosy Solar, qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a développé un procédé extrêmement innovant pour justement séparer l'argent et le silicium. Voilà, des partenaires comme Gallo dans le nord de la France. Et donc, on essaye de créer en fait un écosystème. Alors, pour gagner en résilience, mais aussi pour avoir une saine émulation, on va dire, entre ces partenaires, pour avoir un recyclage de meilleure qualité. Et en fait, moi, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais en fait, c'est vraiment ce combat, finalement, high value versus low cost. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, d'ailleurs, européens, nos voisins, notamment un grand voisin au nord-est de la France, là-bas, par exemple, vous avez un modèle qui est très low cost, où l'enjeu est vraiment sur le coût de traitement en entrée, parce qu'il n'y a pas le système où vous avez les recettes matières. Et donc, tant que vous n'avez pas les recettes matières, en fait, vous avez un coût d'opportunité, parce que vous ne voyez pas ce que vous perdez. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'organisme, évidemment, c'est d'optimiser l'équilibre économique du recyclage et maximiser son impact environnemental. Mais pour ça, finalement, ce qui est important pour moi, quand on choisit dans un appel d'offres, c'est pas de trouver l'opérateur qui va être le moins cher, mais celui qui va me proposer finalement, c'est pas le seul critère, mais l'écart le plus faible entre les coûts de traitement et les recettes matières. Et c'est en ayant vraiment cette vision industrielle de long terme qu'on arrive à faire un recyclage qui va être plus qualitatif, donc avec un meilleur impact environnemental, et qui en réalité, c'est vrai pour les panneaux photovoltaïques, va même être meilleur économiquement. Mais ça, cet optimum économique, vous ne le trouvez pas sur la première année, ni même la deuxième année. Vous devez investir dans un outil industriel, dans la filière, pour que les opérateurs puissent se développer, amortir les machines, développer des procédés, et là, ils vont être capables vraiment de vous proposer la meilleure solution. Et ce qui est intéressant finalement en tant qu'éco-organisme, dans notre positionnement, nous, on représente les metteurs sur le marché qui contribuent et qui facturent de facto aux consommateurs à travers l'éco-participation, les coûts de fin de vie. On a vraiment une réflexion très long terme. On est sur des produits qui ont une durée de vie de 20-25 ans. Eh ben, il faut que nous aussi, on ait une vision industrielle de long terme qui soit en ligne avec la durée de vie des produits pour justement faire en sorte d'avoir le meilleur impact environnemental au meilleur coût. Merci. On va continuer un petit instant sur le solaire avec Marielle, puisque, donc, comme vient de nous l'expliquer Nicolas, on a effectivement des filières avec des acteurs. Il a cité Envie 2E en particulier, Rosy Solar. Mais le fait est que
aujourd'hui, le cœur du panneau solaire, c'est le silicium, et il se trouve qu'aujourd'hui, on peut effectivement le récupérer, le valoriser d'une certaine manière, mais il n'est néanmoins pas assez purifié pour permettre de fabriquer à partir de là un nouveau panneau solaire. Et je crois que c'est précisément l'un des enjeux objectifs d'un projet dont va nous parler Marielle. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. C'est qu'on parle de recyclage de déchets. Et nous, chez Espul, qui est quelque chose qui est très important, c'est être sûr que déjà ce soit bien des déchets. Chez Espul, on a mis en service la première centrale connectée au réseau en France qui a 30 ans. On l'a fait retester en début d'année. Donc, après 30 ans, 1 kW crête, il produit encore 81% de sa performance initiale. Donc, aujourd'hui, on sait que la plupart des business models étaient faits sur 20 ans. On a un tarif d'achat de 20 ans. Mais en fait, après 20 ans, nos centrales, ce ne sont pas des déchets. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ne créons pas des déchets de choses qui peuvent encore fonctionner. D'où ce qu'a pu faire Soren avec, chez Envie 2E, avec le réemploi. Avant de recycler, nous, c'est vraiment reuse, et ensuite repair, et ensuite recycle. En fait, on veut être... Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces centrales, les centrales solaires, les panneaux solaires qui sont installés restent le plus longtemps possible sur les toits, et qu'on les démonte que quand ils sont cassés, et après qu'on essaye justement de les réparer. Alors je vais parler donc de Forésie. Forésie, c'est un projet européen dans lequel Espul, nous on est responsable de la communication. Donc il s'agit en fait de créer des panneaux solaires à partir de silicium qui vient lui-même de panneaux solaires. Donc en fait voilà, de fermer la boucle du silicium. Pour cela, en fait, on est 11, c'est un consortium de 11 entités. Donc, on a 7 industriels et 6 centres de recherche ou associations. Donc, on a par exemple donc RECMA qui est en Belgique. Donc, eux, ils font déjà de la collecte de panneaux. Donc, ils ont travaillé avec nous, Espul, sur... et avec des machines de Mondragon pour enlever les cadres, une fois qu'on a fait de la collecte de modules, donc enlever les cadres. On va aussi travailler sur des tests pour la remise, pour vérifier que les modules ne fonctionnent plus, pardon, et voir s'il y a des réparations possibles. Ensuite, il y a avec nous dans le consortium, c'est SIPO, et c'est là en fait tout le cœur technologique de ce projet de Forésie. C'est qu'en fait, une fois qu'on a séparé les différents éléments, le silicium, il n'est pas assez pur pour pouvoir refaire des panneaux. Donc en fait, il y a une phase très importante de purification du silicium jusqu'à arriver à un niveau de pureté pour que ensuite le CEA qui est avec nous, eux, ils vont pouvoir faire des lingots. Donc faire chauffer ce silicium et qu'il soit fondu, et ensuite tirer des lingots de silicium, le couper en tranches très très fines pour faire des wafers. Et ensuite, on est aussi avec Carbone qui, eux, vont faire des panneaux avec ces wafers qui viendront donc de silicium recyclé. C'est un projet sur 3 ans qui a commencé en janvier 2024. Et voilà, et qui est très prometteur. Donc, on travaille aussi avec des Lettoiniens en Pologne, en Norvège bien sûr, et donc il y a toute une partie veille et récolte d'informations sur comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Nicolas l'a bien dit, on est aux prémices du recyclage des panneaux solaires. Aujourd'hui, on a des quantités qui font que c'est financièrement pas encore intéressant pour des entreprises de se mettre sur le... de se mettre sur... de créer des usines, mais en tout cas, à terme, il y a grosse création d'emplois non délocalisés et voilà, récupération de matières qui sera très intéressante, dont l'argent et le silicium dont parlait Nicolas. Merci. Alors, à vous la parole maintenant, Frédéric, pour nous parler de l'éolien. Une éolienne, est-ce que ça se recycle? Comment? Avec quel acteur? Merci. Donc oui, l'éolienne se recycle facilement, dans le sens où, comme je le disais précédemment, donc c'est principalement de l'acier, de la fonte, du cuivre, donc des éléments qui viennent être
collectées en fin de compte par des acteurs classiques de la filière, et donc des acteurs qui sont actifs sur le territoire français. Donc en termes de chiffres, donc c'est plus de 90%, 94% à peu près. Après, ça dépend en fin de compte d'un élément qui était un peu un des gros défis auxquels la filière éolienne était confrontée, c'est la pale. Parce qu'aujourd'hui, les pales, pour les recycler, donc évidemment la filière est totalement contre des solutions de type enfouissement. Donc c'est pas qu'en France, mais c'est en Europe. On appelle à ce que cette solution ne soit pas permise par les États. Mais après, voilà, il y a des États hors de l'Europe qui continuent à l'autoriser. Donc la solution aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler une valorisation thermique. Donc les pales sont broyées et après vont dans des fours de cimenterie. Alors c'est une solution. Est-ce que c'est une solution suffisante? Non. Donc il y a des projets d'un côté de R&D, des turbiniers. Il y a également des projets avec plusieurs turbiniers, donc des projets collaboratifs pour trouver une solution. Et puis, donc sur ce composant-là, depuis 2021, en fin de compte, Siemens Gamesa donc, a proposé une solution pour pouvoir donc recycler la pale, donc à savoir reséparer la fibre de verre ou de carbone de la résine. Donc c'est quelque chose qu'on a proposé donc avec les premières éoliennes qui sont installées en Allemagne à Cascasie. C'est des pales qu'on va également fabriquer dans notre usine du Havre cette année pour un projet en France, le projet de Courseulles-sur-Mer. Donc est-ce que ce matériau-là, fibre de verre, résine, est utilisé dans l'éolien? Non. Il y a beaucoup d'autres industries. C'est utilisé dans l'automobile, c'est dans les coques de bateaux, c'est utilisé dans le ferroviaire, dans les coffres d'avion. Voilà, donc il y a tout un tas d'industries qui l'utilisent, mais finalement c'est la filière éolienne qui a été la première à trouver un moyen pour recycler ces pales. Alors après, est-ce qu'on recycle la pale à 100%? Non. On est à 98,5%. C'est quoi les derniers pourcentages manquants? Donc par exemple, si vous avez un bord d'attaque, on a un bord d'attaque en polyuréthane, donc il faut aussi savoir le recycler. Donc voilà, c'est le sujet sur lequel on travaille. Les pales aussi, elles sont peintes. Donc si je vous dis que la pale est recyclable à 100%, il faut utiliser une peinture recyclable aussi. Donc c'est voilà, donc c'est le sujet sur lequel on travaille et à horizon 2030, donc on aura une pale qui sera 100% recyclable avec les derniers chaînons manquants. Mais je dirais la grosse étape est quand même fournie et passée puisque ça représente la majorité du poids de l'éolienne. Et c'est un peu la même chose puisqu'on a également sur l'éolien en mer des aimants permanents. Donc on sait également recycler les aimants permanents. C'est quelque chose qu'on sait faire. Il y a certainement des industriels qui sauront le faire mieux que nous parce que nous on l'a fait donc pas avec on va dire c'est pas notre cœur de métier, donc pas, sans industrialiser le process, mais c'est quelque chose qui également sait et qu'on sait maîtriser. Et une petite question avant de passer la parole à Maxence. Est-ce que dans l'éolien, on a en termes d'organisation de ces filières de recyclage l'équivalent d'un Soren ou pas? Alors, pas que je sache. Alors après, nous, on est turbinier, donc c'est-à-dire que c'est notre client qui est propriétaire de l'éolienne, c'est normal, c'est lui qui l'a payé, donc c'est la moindre des choses. Donc c'est plutôt lui qui, en fin de vie, s'occupe de cette partie-là. Donc voilà, pas que je sache. En même temps, avec des volumes qui vont aller là aussi croissants, je ne serais pas étonné que la filière se structure de plus en plus pour pouvoir recycler les éoliennes demain. D'accord, merci. Maxence, recyclage ou économie circulaire plutôt dans votre secteur d'activité, dans votre métier, qu'est-ce que ça évoque? Alors typiquement, avant de commencer sur ce sujet-là, je rejoins totalement la vision de Madame Perrin. Avant le recyclage, on parle forcément de reuse et de repair. Reuse, chez nous, ça passe par une industrialisation, par avoir des solutions qui sont dites standards. Donc typiquement, quand on arrive sur un projet qui est en fin de vie ou qui veut augmenter en puissance via une demande qu'on met en place sur le marché, on peut prendre ce produit qui est plug and play et qu'on vient mettre sur un autre pays ou sur un autre site. Donc là, on a une deuxième utilisation sur cette partie-là. Nous, on est un peu sur le même modèle que votre activité, c'est-à-dire qu'on vend une installation à des personnes qui en sont propriétaires, donc qui à la fin vont nous contacter pour tout ce qui va être recyclage, etc. Sur le biométhane, pour l'instant, on est toujours dans les contrats subventionnés. Donc au moins, avec, pour les plus anciens sites, encore 5-6 ans d'injection, quand on parle de biométhane. Donc on n'est pas encore sur la fin de vie de l'équipement. Et même après ça,
d'un point de vue technologique, avec un carnet d'entretien, etc. On parle de membrane, on parle de compresseurs, on parle de plein de choses comme ça, donc qui ont une aspiration de vie encore beaucoup plus haute. Et nous, comment ça s'inscrit sur le recyclage ou du moins le réemploi, quand on a une composante sur un site où il nous est demandé de pouvoir le réemployer, on a créé Biogaz Occasion, donc qui vise à interconnecter un petit peu tous les acteurs qui auraient besoin de certaines typologies de produits, et où là on va aller vendre un produit d'occasion sur tout secteur d'activité. Donc ça c'est plutôt pour la partie matérielle. Sur la partie alors plutôt circulaire, réemploi d'une énergie, etc. Nous, comment on voit l'aspect circulaire et on va dire le processus classique d'une consommation ou d'une production. Étape 1, on extrait, on rassemble. Étape 2, on produit. Étape 3, on consomme. Et étape 4, ça jette, entre guillemets. Donc typiquement, la méthanisation, c'est un outil qui vise à étape 1, je collecte, je produis, j'extrais des molécules d'un déchet organique qui vient de ma 4e phase. Donc des déchets de tout ce qui va être par exemple agglomération de communes, ça peut être des déchets de cantine, ça peut être des déchets issus de notre activité ou des déchets organiques type effluent d'élevage. Donc là on produit avec une première étape, c'est le premier jalon. Deuxième étape, donc on produit du biométhane. Troisième, nous tous on le consomme à travers notre activité dans le réseau. Et quatrième, chacun d'entre nous à notre échelle. Bon après il y a une autre question aussi qui va sur la diminution aussi des activités des foyers, ou du moins plus d'éco-responsabilité, mais on va émettre des déchets à plus ou moins grande échelle, qui ensuite va revenir à la méthanisation. Donc sur un outil, quand on parle de tout ce qui est circulaire, aujourd'hui c'est une énergie qui est utilisable et réemployable à l'infini. C'est-à-dire qui compose avec les ressources qu'elle a en local, sur le territoire, et qui, avec des déchets organiques qui vont être produits d'un acteur à un autre, de pouvoir produire une énergie vertueuse. Et après, dans cette énergie-là, on va aller sur ce qu'on appelle du mix énergétique et avoir quelque chose d'encore plus circulaire. Là, on va pouvoir produire son électricité, panneaux photovoltaïques, éoliens, participer à la décarbonation plus importante de ces sites-là, qui sont déjà très décarbonants. Aujourd'hui, un mégawattheure, alors du biométhane, il a une intensité carbone à peu près de 24 grammes de CO2 émis par kilowatt. Tandis que le gaz naturel classique, on est plutôt sur du 220. Donc il y a un effet décarbonant de x10. Et après, sur tout ce qui va être circularité, quand on va toucher du bout du doigt un modèle qui va vraiment être circulaire, avec du biométhane, on peut faire du CO2. Du CO2 qui va être utilisé dans les monts du Lyonnais, avec des brasseries comme Ninkasi, par exemple, dont certains d'entre vous doivent connaître le nom. Donc là, on est en train de mener un projet de valorisation de CO2 issu d'un site de méthanisation qui sera à 10 km de chez lui. Donc là, on vient dans quelque chose qui est vraiment une économie circulaire locale. Et donc, sur cette notion de réemploi et de circularité, on compose avec les déchets présents en localité pour faire quelque chose de vertueux sur lequel on peut rajouter plein d'étapes. Voilà un petit peu. Merci. Je vais me tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous des questions pour nos panélistes? Oui, j'avais une question pour vous, Madame Perrin. C'était pour savoir, du coup, sur le projet forestier dont vous nous parlez. Est-ce qu'il a été réfléchi à la question économique? Est-ce que, du coup, ces panneaux qui seraient à partir de silicium recyclé, est-ce qu'ils seraient viables économiquement pour des projets? Alors, on a une partie, une partie analyse acceptabilité sociale et normative aussi de tout ça. Donc oui. Alors aujourd'hui, donc c'est un projet de recherche et développement. Donc c'est vrai que la partie économie, c'est pas la partie la plus importante, mais c'est quand même très très important. Je voulais aussi vous dire que dans le consortium, il y a aussi Boralex qui vont tester dans leur centrale solaire les modules pour voir si, en termes de performance, ils produisent bien ce qui était attendu. Après, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui changent. Aujourd'hui, on réfléchit à mettre en place des index de recyclabilité pour les modules. On parle d'éco-conception. Et nous, on pense que dans le futur,
ou même dans les appels d'offres ou ce genre de choses. Et en termes de normes, c'est pour ça qu'on travaille aussi en termes de normes. Peut-être qu'à un moment, on sera peut-être obligé d'avoir un pourcentage de composants recyclés. Et c'est pour ça que tout ça, ça se fait au niveau des lois et des normes européennes, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour et merci. Ma question s'adresse principalement à Monsieur Defresne. Je me demandais si Soren était intéressé à la normalisation d'un marché de l'occasion du panneau et au développement du reconditionnement, par exemple, hein, qui serait quand même aussi du Made in France. Voilà, merci à vous. Alors on est très intéressé, et d'ailleurs on est en train de le faire, et me suite d'ailleurs à des travaux qu'on a menés avec l'IPVF, et Michel était dans l'équipe avec laquelle on a travaillé. Aujourd'hui, un panneau, la définition d'un déchet, c'est un équipement dont un détenteur souhaite se défaire. C'est-à-dire que vous, si vous emmenez une ampoule dans votre supermarché le plus proche, vous allez trouver le bac à ampoule. Il n'y a personne qui est là pour vérifier si l'ampoule fonctionne encore. Pareil pour les piles, voilà. Ce qui n'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un panneau photovoltaïque, Marielle le mentionnait, on peut faire le choix de démanteler une centrale photovoltaïque qui fonctionne encore, par exemple, pour mettre des panneaux plus puissants et à superficie égale, produire beaucoup plus. Ces panneaux, ils ont un potentiel de seconde vie qui est important. Vous avez malheureusement aussi des acteurs qui aujourd'hui font des exports illégaux de déchets sous couvert de seconde vie. Il n'y a pas de norme qui dit qu'est-ce qu'un panneau de seconde vie. C'est écrit nulle part. Donc, dans les travaux qu'on a menés avec l'IPVF, on a défini un procédé de test avec une série de 4 tests qui permet de garantir 3 choses: sécurité, éviter que quelqu'un s'électrocute ou qu'il y en ait un départ d'incendie; durabilité, la seconde vie qui dure 3 mois, c'est pas vraiment de la seconde vie; et puis 3, la performance, qui est moins pour moi une garantie qu'un point de données pour savoir quel sera le rendement de ces panneaux. Et donc Soren va créer, là dans les mois qui arrivent, un label de seconde vie, et on va obliger les opérateurs de réemploi et de réutilisation qui souhaitent bénéficier du fonds de soutien au réemploi et à la réutilisation que Soren met en place, 3 millions d'euros sur les 3 prochaines années, à respecter les critères de ce label. L'objectif, c'est de faire en sorte que les panneaux qui ont été testés pour une seconde vie, et ces tests ont un coût bien évidemment, qui les rend entre guillemets plus chers d'ailleurs que des panneaux neufs, et beaucoup plus chers que des panneaux pochettes surprise, si je peux les appeler comme ça. Et donc le soutien financier a pour but d'effacer en fait ce surcoût tout en apportant la garantie, et puis commencer à créer aussi de la confiance sur ces panneaux-là. Donc il faut être très vigilant avec les acteurs, mais on travaille dans la région Aura. Il y a une start-up qui s'appelle Solrid, qui est un spin-off du CEA, en train de se lancer. Ils ont communiqué il y a pas longtemps, ils ont fait un projet à Grenoble, ils travaillent beaucoup avec Engie Green notamment, de réemploi, et qu'on les soutient également. Donc l'objectif, c'est effectivement de mettre en place des règles, parce que jusqu'ici, c'était un petit peu la zone grise, et malheureusement, on a des gens qui en ont profité pour exporter des panneaux hors d'Europe. Oui, bonjour. J'avais une question également à Soren. Actuellement, l'éco-contribution, c'est que l'ordre de grandeur du coût global d'une installation, d'une part. Et une petite remarque aussi, je rejoins ce que disait Madame Perrin. Si au bout de 25 ans, on est à peu près encore à 80% de la production initiale, on peut espérer que si l'installation a été bien conçue au départ, les besoins électriques suivent cette décroissance par des mesures d'efficacité et de sobriété énergétique. Je rêve un peu sur l'électricité, mais on est là pour rêver aussi. Alors l'éco-participation moyenne d'un panneau photovoltaïque aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, c'était 53 centimes par panneau photovoltaïque, voilà, sur un produit qui vaut, ça dépend de la puissance, environ 50 euros. Mais il faut voir que c'est qu'une fraction de ce que ça coûte à collecter, à traiter. Enfin, les systèmes de REP sont un petit peu comme des systèmes de retraite par répartition. Alors je ne sais pas si c'est meilleure pub pour le système, mais aujourd'hui c'est le baby-boom des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon coût unitaire par panneau de collecte et traitement se situe aux alentours de 6 euros. Donc la contribution qu'on demande aux metteurs sur le marché et au consommateur final,
c'est même moins de 10% que ce que ça coûte réellement. Et d'ailleurs, c'est une discussion que moi j'appelle ça, c'est presque un dilemme moral. Est-ce qu'on doit demander à tout le monde de payer tout de suite environ 6 euros par panneau? Moi, je ne pense pas, parce que ça ne sert à rien d'immobiliser des centaines de millions d'euros en banque, alors que cet argent pourrait être dans l'économie réelle et servir à des choses plus utiles à court terme. Mais il y a effectivement ce niveau. En réalité, moi, et les comptes de Sorène, moi je suis très, très à l'aise parce que les comptes de Sorène sont totalement publics. Je pourrais même diviser par 2 l'éco-participation et j'aurais encore plus d'argent qu'il ne m'en faut pour fonctionner cette année. Donc les acteurs de la filière photovoltaïque, et la France est le pays au monde qui est le plus fourmi là-dessus. Si vous allez en Allemagne, c'est presque 3 fois moins cher, mais ils mettent pas un euro de côté et ils font que du low cost et ils construisent pas vraiment d'usines dédiées au recyclage. Donc c'est un choix en fait qui doit être fait par la filière sur comment on est responsable. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus être trop fourmi parce qu'on ne va pas entasser trop d'argent, mais en même temps, voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, Sorène, en banque, on a 25 millions d'euros. On fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc c'est beaucoup de provisions. Mais si demain on arrête le photovoltaïque et qu'on démonte tout, bon, c'est absurde, c'est 800 millions d'euros avec tout ce qui est installé en France. Sachant si on respecte les objectifs du président de la République dans son discours de Belfort, il faut quadrupler le parc installé en France. Donc si vous regardez le gisement installé comme une dette financière, mais c'est une dette à 20-25 ans, la durée de vie du produit, effectivement, on parle de milliards d'euros de contributions qui vont être appelées au cours des prochaines années. Voilà, donc c'est cet enjeu. Et pour répondre sur la perte de rendement, je vais vous dire, ça dépend aussi beaucoup où vous êtes situé. Nous, on collecte sur tout le territoire national. On collecte même en pirogue en Guyane. On fait des très belles photos. Ça coûte 10 000 euros la tonne, la collecte. Heureusement, il n'y a pas trop de tonnes là-bas. Mais pourquoi je disais oui, parce que dans l'outre-mer, le taux de dégradation est beaucoup plus important à cause de la salinité, à cause de l'humidité. Mais on est même sur des taux, nous on fait aussi, on essaye de faire des prévisions pour estimer le gisement, on est même sur des valeurs de perte qui sont inférieures à ce qu'on connaît. Mais il y a aussi le progrès technologique. Et ça, c'est un gros facteur, nous, dans notre prédiction, parce qu'un panneau d'il y a 20 ans ou d'il y a 15 ans qui a perdu 80%, par rapport à un panneau neuf, le panneau neuf, la différence n'est pas de 20%, ça va être de 300%, parce que le progrès technologique fait que les panneaux neufs sont bien plus puissants avec sur une superficie moindre. Moi, je voudrais juste dire peut-être quelque chose sur l'histoire du progrès technologique. C'est vrai que là, les 20 dernières années, il y a eu énormément de changements dans les technologies des panneaux. Aujourd'hui, on pousse pour avoir une espèce de QR code pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans le panneau, parce que les panneaux viennent de Chine. Et après, pour des organismes comme Sorène ou autres, c'est très difficile d'aller faire du recyclage quand on ne sait pas ce qu'il y a dans le panneau. Oui, un complément pour l'éolien. Donc évidemment, l'innovation continue. Donc je disais, l'éolien en mer, le premier parc 450 kW, la machine aujourd'hui 15 MW. Sur l'éolien terrestre, on avait des éoliennes de 500 kW. Aujourd'hui, il y a des éoliennes de plus de 4 MW. Donc ça veut dire aussi, au lieu de mettre 8 éoliennes de 500 kW, vous en mettez qu'une. Et en plus, elle vous fait encore économiser plus de CO2, puisqu'elle produit plus d'énergie. Voilà, donc il y a vraiment l'innovation est un facteur très, je dirais très puissant qu'il faut pas négliger, parce que poursuivre avec des technologies, donc évidemment il faut les faire durer le plus longtemps possible, mais il y a un moment, le progrès, je dirais, ne s'est pas arrêté, et donc il faut continuer d'en bénéficier. Surtout que, comme je le disais, la consommation électrique va croître avec les nouveaux usages. C'est les énergies fossiles qui vont baisser de manière soit volontaire, soit de manière subie, de toute façon. Donc il faut se préparer avec ces nouveaux usages électriques, véhicules électriques, avec les pompes à chaleur, avec aussi la réindustrialisation de la France, parce qu'il faut quand même se le souhaiter. Et je dirais, sur l'éolien en mer, je dirais la France est très bien positionnée, puisqu'il y a 4 usines de pales et de nacelles sur 12 en Europe. Donc la France est vraiment en avance sur un plan industriel, je dirais en avance finalement par rapport aux mégawatts installés. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ?
bonjour. C'était par rapport au projet Forésie, c'est ça? Je voulais savoir s'il y avait une évaluation de l'impact carbone du panneau lorsqu'il était recyclé, quand on refabrique un nouveau lingot et un nouveau wafer, par rapport à un panneau neuf qui serait fabriqué en France. Il y a en effet un work package, donc tout un dossier à faire sur l'impact carbone des panneaux. Parce qu'en effet, c'est vrai que purifier à l'extrême le silicium, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est prévu. C'est un projet sur 3 ans, donc c'est plutôt des choses qui sortiront dans 2 ans et demi. Merci. Je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, merci à nos intervenants.